Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alsace 20, chaîne 100% Alsace, 100% régionale. Il y aura ce soir de l'aventure et du sport. On recevra dans quelques instants Christelle Sturz-Fröhlicher. Elle se prépare au Marathon des Sables avec l'association ELA. Ça sera dans quelques jours, 5 avril, dans le Sahara sud marocain. Avec Paul Dufner, vous saurez tout sur la célèbre course alsacienne des 500 nocturne. Ce sera en septembre. Alsace 20 est partenaire. Valérie Zago nous racontera les terroirs Langenberg. C'est à Saint-Hippolyte. Et il y aura bien sûr l'humeur du jour. C'est tous les jeudis avec Mathieu Chanvillard. Juste avant cela, place au JT, Marine Zis. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité alsacienne ce jeudi. Les lanceurs d'alerte sont-ils suffisamment protégés? Le Conseil de l'Europe planche sur la question. Piqûre de rappel pour les conducteurs seniors dans le Bas-Rhin. L'entreprise alsacienne Synergies Technologies dévoile ses dernières innovations. Et on terminera ce JT en musique avec un concert de l'ensemble des percussions de Strasbourg. Révéler au grand jour des faits illicites ou dangereux, c'est le but des lanceurs d'alerte. Parmi les affaires les plus connues, il y a celle des Panama Papers. Seulement, les lanceurs d'alerte s'exposent souvent à de lourdes conséquences, comme des recours en justice par exemple. Début de semaine, le Parlement européen et le Conseil européen se sont mis d'accord sur un texte provisoire permettant de les protéger. C'est dans ce contexte que le Conseil de l'Europe organise aujourd'hui et demain des débats et conférences. Cécile Motz et Adeline Piran. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Qui sont-ils? Comment les protéger? Pendant 2 jours, juristes, membres de la société civile mais aussi lanceurs d'alerte, tous tenteront de répondre à ces questions. Dans le cadre d'un rapport sur le sujet, Sylvain Wasserman leur a donné rendez-vous au Conseil de l'Europe. L'idée, c'est bien que les lanceurs d'alerte ont leur place dans nos démocraties modernes et que l'État de droit doit s'interroger sur les lanceurs d'alerte et sur la façon dont ils peuvent nous permettre collectivement de progresser. Ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, nous sommes à la pointe de la réflexion démocratique sur des sujets comme les lanceurs d'alerte. Et vous croisez les regards de la société civile, des juristes, des experts, de l'ensemble de la communauté qui peut apporter une pierre à l'édifice, formuler des propositions. Ce bouillonnement démocratique, il doit aboutir sur des idées, des bonnes pratiques. Donc le livrable de ces 48 heures chrono, ça alimentera le rapport dont je suis chargé en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui arrivera probablement à l'été ou à la rentrée prochaine sur des conclusions qui seront, je l'espère, votées par l'ensemble de l'Assemblée. Le but de 48 heures chrono lanceurs d'alerte, réaliser un état des lieux et trouver des solutions afin d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte européens. Nous collectons des informations aussi d'autres pays par le biais d'un réseau de services de recherche parlementaires qui nous fournissent des informations sur leur législation en vigueur, sur les projets de loi en cours, sur les définitions qu'ils utilisent, sur les protections qui existent ou n'existent pas. Et j'aurai le plaisir demain de faire un petit, avant-première des résultats de cette enquête. Ce matin, l'atelier tourne autour de la protection des lanceurs d'alerte comme marqueur démocratique. Farouk et Christelle participent au débat. Ils font partie justement des mécanismes qui sont indispensables aujourd'hui pour la promotion de la transparence à l'échelle surtout des institutions, mais aussi de l'entreprise. Et donc les protéger, ça fait partie aussi du rôle qu'ont les ONG ici au Conseil. J'attends finalement qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions sur l'état d'avancée du droit. On a parlé de réticence de certaines personnes parce qu'elles sont au sein d'entreprises et qu'elles se voient menacées pour leur emploi à dénoncer certains actes contraires à l'intérêt général. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse se poser ces questions d'avancée du droit notamment. Durant 2 jours, les rencontres au Conseil de l'Europe vont se multiplier. Moment fort de ces 48 heures, la visioconférence demain à 14 h avec le lanceur d'alerte Edward Snowden. Les seniors sont-ils les plus dangereux sur la route ?
En France, les plus de 65 ans sont ceux qui provoquent le moins d'accidents. Mais dans le Bas-Rhin, les chiffres ont augmenté ces derniers mois. Alors, pour diminuer les risques, la préfecture organise des sessions de sensibilisation. Fanny Kuhn s'est glissée parmi les conducteurs seniors ce matin à Strasbourg. Question 8. Je me déporte sur la voie de gauche. Oui A, non B. Alexandre a plus de 60 ans et faire la différence entre un carrefour à sens giratoire et un rond-point, ce n'est pas évident pour lui. Ce matin, il participe à une session de sensibilisation pour les conducteurs seniors. Quels sont les effets de la diminution de l'acuité visuelle sur la conduite? L'âge fait-il baisser le temps de réaction des seniors? Autant de questions auxquelles le jeune retraité attend des réponses. On va tous vieillir et on voudrait tous garder une certaine autonomie, indépendance et peut-être d'avoir tous les 2-3 ans des tests, ne serait-ce qu'au niveau visuel, auditif et cognitif pour garantir à d'autres citoyens que je vais fréquenter sur la route de ne pas être un danger. Jacques Munch anime régulièrement ses remises à niveau pour les seniors, prise de médicaments ou port d'appareils auditifs, autant de situations liées à l'âge des conducteurs sur lesquelles l'inspecteur insiste. Avec l'âge, en fait, les gens sont plus prudents, mais par contre peuvent avoir des déficiences, que ce soit physiques ou cognitives. Donc il est important de faire des rappels. Le rappel est aussi au niveau réglementaire pour des gens qui n'ont pas, par exemple pour les giratoires, les carrefours, n'ont pas vécu cet apprentissage lorsqu'ils ont passé leur permis de conduire. Mais on s'adapte, vous l'avez vu, en fait, par rapport aux questions, aux ressentis et à la demande, en fait. La préfecture du Bas-Rhin organise ces sessions de sensibilisation gratuites pour les seniors sur l'ensemble du territoire. Suite à des études menées sur la conduite des seniors, l'évolution du code de la route et les changements physiologiques seraient les principales causes d'accidents des seniors. Dans un accident mortel sur 2 impliquant un usager senior, l'usager est responsable. Ça montre bien la nécessité de faire ce type d'action, de faire une remise à niveau. À l'issue de l'examen factice du code de la route, Alexandre est plutôt rassuré. Avec 15% d'erreurs, il repart avec son permis entre les mains, plus vigilant qu'à son arrivée. Une entreprise orinoise a investi la Maison de l'Alsace à Paris. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de son siège social qu'elle a présenté ses nouveaux outils dans le domaine de la production industrielle. Nora Boirioua. Grâce à une caméra intégrée, cet appareil détecte des fuites de vapeur, d'air comprimé ou encore de gaz sous pression. Objectif, améliorer la productivité et réaliser des économies d'énergie pour des industriels. Derrière cette innovation se trouve une entreprise alsacienne, Synergis Technologies, basée à Altkirch. Elle a investi la Maison de l'Alsace pour présenter à ses distributeurs ses dernières innovations. Malheureusement, on n'a pas pu avoir tout le monde, puisque en fait, notre principal distributeur se trouve en Chine. Il n'a pas pu venir malheureusement, mais voilà. Et alors là, tout le monde leur présenter les produits et puis en avant-première, qu'ils puissent l'avoir en main et puis voilà, puis créer un peu le buzz, on va dire, dans notre domaine. Au départ, cette entreprise alsacienne était elle-même distributrice de solutions en maintenance industrielle. En 2013, elle décide de devenir fabricant pour proposer ses propres outils en ajoutant des fonctionnalités liées à la vision. Les gens vont pouvoir à ce moment-là voir les fuites sur un écran et les localiser facilement. Rendre l'appareil ludique, facile à utiliser, que ce soit un peu comme un jeu. Et qu'un technicien de maintenance, en fait, se dit « Ah ouais, chouette, cet après-midi, je vais faire la détection de fuite. » Ça semble, voilà, mais effectivement, c'était l'idée. Synergis Technologies, qui a commencé à Mulhouse avec une équipe de 3 personnes, reste aujourd'hui une entreprise à taille humaine avec 7 employés. À dimension internationale, elle continue de travailler aussi avec des sous-traitants alsaciens. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Vibraphone, caisse claire, timbale ou encore marimba, faites-vous la différence entre tous ces instruments ? Certains seront peut-être bientôt incollables sur la question. Il s'agit des élèves ayant assisté cet après-midi au concert des percussions de Strasbourg. Ça se passait au théâtre de Haute-Pierre. Un reportage de Camille Roland et Adeline Piron. Dans le noir, difficile de faire le silence. Des chuchotements, des rires, les élèves du quartier de Haute-Pierre attendent avec impatience le début du spectacle. Et enfin, les premiers sons.
Pour ce jeune public, venir à un concert de percussion est tout nouveau. J'ai envie de découvrir les instruments. J'ai touché le bois, j'ai touché les pots, les métaux. J'écoute pas ce genre de musique, mais quand j'écoute la musique comme ça, ça me tranquillise. J'aime bien faire de caisses et le tambour, ça le ressemble un peu. Je suis venue pour présenter la pièce de Necronomicon. Je vais raconter 4 parties, métaux, bois, peau et tous à la fois. Et on va jouer, moi et ma camarade, on va jouer tous ensemble. C'est en 1971 que Thomas Marco imagine une pièce en 4 parties. Il déforme les sons afin de nous présenter Cthulhu, la créature monstrueuse de Lovecraft. Ces moments de rencontre entre public et artistes offrent ainsi aux jeunes un nouveau regard sur la culture musicale. C'est super pour eux de voir des vrais musiciens vivants, jeunes, qui créent des morceaux qui ne sont pas des morceaux de compositeurs morts, mais des morceaux de compositeurs qui sont vivants, qui sont souvent sur place sur la scène. Ce concert, c'est aussi la rencontre avec des professionnels de renommée nationale ou internationale. Pour cette 13e édition, les premières créations de jeunes compositeurs sont mêlées aux œuvres phares du répertoire. Et l'une d'entre elles, la Nueva, transporte le public dans une imprimerie espagnole au début du XXe siècle. On retrouve les sonorités des vieilles machines de l'imprimerie. C'est à cet âge-là que les enfants commencent à découvrir de nouvelles sonorités et qu'il faut absolument stimuler ça. Et des sonorités qui sont novatrices parce que dans la plupart des pièces contemporaines, on essaye de trouver de nouvelles sonorités, d'apporter quelque chose de nouveau au genre. Au programme, pas de rap et de musique actuelle, mais des sons venus d'ici et d'ailleurs, et composés parfois avec des objets du quotidien. Le vélo pour un son mécanique, un verre pour une sonorité plus aiguë, les musiciens ont su les détourner. On a typiquement une des pièces que le groupe jouait depuis 40 ans et qui regroupe pratiquement tous les instruments de percussion. Donc c'est vrai que c'est très ludique pour les enfants. C'est très séparé, un mouvement au bois, un mouvement au métaux, un mouvement au pot. Et donc c'est vraiment très ludique pour eux de voir autant de sons différents. L'ensemble professionnel n'en est pas à ses débuts. Reconnu mondialement, il a joué plus de 1600 concerts dans 70 pays. Et il possède surtout un vaste répertoire avec plus de 350 œuvres à son actif. C'est important pour nous de partager ce répertoire avec notre public de demain, de montrer ce qu'on fait, de partager ça avec les jeunes du quartier. C'est plus facile pour eux d'entendre la musique que l'on fait parce qu'en fait ils n'ont aucun a priori. Donc ils arrivent et ils voient tout de suite des images, ils voient des choses qu'un adulte ne voit pas forcément tout de suite. Le spectacle n'est pas fini. Ce soir et demain, les percussions de Strasbourg continueront leur tournée à domicile avec 2 concerts pour petits et grands. Et on termine ce JT avec une photo, c'est l'image du jour d'Olivier Anne. Bel article du journal du dimanche sur la renaissance alsacienne de Bugatti, une saga de 20 ans qui est aujourd'hui une réussite. À côté de l'usine où tout est assemblé à la main, le château Saint-Jean, où Ettore recevait ses clients, a été restauré. On y accueille avec le même rituel les clients du monde entier venant prendre livraison de leur Bugatti à Molsheim, où la municipalité a applaudi la résurrection de la marque. Aujourd'hui, 100 personnes travaillent sur ce site et toutes les Bugatti en circulation sont reliées à Molsheim en permanence. Un signal transmet par satellite la moindre respiration d'une Veyron ou d'une Chiron à 1000 ou 10 000 km de distance. Rien n'échappe à Molsheim. Ce sera le cas aussi pour l'unique voiture noire, présentée la semaine passée à Genève et vendue 16,7 millions d'euros. 16,7 millions d'euros une voiture, une Bugatti. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup Marine pour ce JT. On accueille le plateau du soir, Alsace 20, Mathieu Chanvillard, Valérie Zago, suivi de nos invités Christelle Sturz-Fröhlicher et Paul Dufner. Avec Paul, on va revenir, puisqu'on vient de voir une belle Bugatti, sur les 500 nocturnes, grande course mythique en Alsace. Ça sera en septembre, mais on y reviendra évidemment ce soir, et c'est après la météo. C'est parti. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Et oui, alors en ce vendredi, eh bien, nous allons avoir beaucoup de pluie dans la matinée, sauf si vous êtes près de Colmar ou Bâle, eh bien, le ciel sera recouvert par les nuages. Les températures dans votre matinée, eh bien, il fera 7 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 7 degrés également chez nos voisins allemands, 8 degrés et ce sera la maximale dans le Haut-Rhin ou à Bâle. Votre après-midi, eh bien, ça s'améliore un petit peu, surtout en Alsace. Quelques éclaircies, mais tout de même beaucoup de nuages. Il en sera de même si vous êtes à Pratteln et regardez chez nos voisins allemands, eh bien un ciel toujours très couvert. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien ça remonte, il fera 14 degrés à Saverne et à Mulhouse, 13 degrés partout ailleurs en Alsace et aux frontières rhénanes. Votre journée de samedi, ça y est, il est de retour, le soleil sera parmi nous et les valeurs iront jusqu'à 16 degrés, notamment si vous êtes dans le Haut-Rhin. En ce vendredi, eh bien, nous célébrons les Louises. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 6h43 pour nous dire au revoir à 18h33. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et aventure et sport à présent dans 24 heures en Alsace avec notre invitée Christelle Schurz-Fröhlicher. Comment allez-vous ? Très bien, Lionel. On est ravis de vous accueillir, ex-championne de karaté. Vous êtes également chargée du développement de l'association ELA, qui est parrainée par Zinedine Zidane. On y reviendra. Mais surtout, vous allez vous lancer dans un nouveau défi. Alors, vous êtes sportive. On verra les images. C'est vrai que vous entraînez dur. C'est le marathon des sables. On dit du marathon des sables que c'est l'un des plus durs au monde. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je pense, oui. Ouais, et je vais démarrer cette aventure sportive avec ce marathon des sables. Il y en aura d'autres derrière. C'est le 5 avril, le départ. C'est le 5 avril, oui, jusqu'au 15. C'est une course à pied dans le désert, en plusieurs étapes sur quasiment une semaine. Vous l'avez déjà fait en 2003. Pourquoi on y retourne 15 ans après dans un enfer pareil Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, je suis dans une deuxième phase de vie sportive. J'ai eu 20 ans de haut niveau dans le karaté, dans le coaching en karaté. Là, voilà, je repars avec mes baskets aux pieds, avec la même ambition aussi de m'éclater autant avec la course à pied de très longue distance. Et voilà. Et lorsqu'on me demande quel a été mon moment sportif le plus marquant, souvent je parle du marathon des sables. Donc, pas le karaté, les titres. Il y a eu des beaux moments au karaté, forcément, le Japon, la Coupe du Monde, etc. Mais le moment le plus marquant, c'était vraiment le désert. Et donc j'avais vraiment besoin pour reprendre un tout petit peu mes activités sportives, de redémarrer avec ce marathon des sables. Alors on va vous montrer à quoi ça ressemble ce fameux marathon des sables. Le départ, c'est toujours évidemment dans la poussière, c'est du sable, des chemins pierreux et surtout de la chaleur. Bande annonce. Voilà, ça va être très dur, sachant qu'en 6 jours, Christelle, vous allez faire 260 km. Il faut nous expliquer ces 260 km en autosuffisance totale. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est donc une course qui va durer 7 jours, je précise. Bon, la 7e journée, je pense qu'on va la sentir aussi, même si c'est une étape solidaire, en fait. Ouais. Il y a une fondation qui est accrochée au Marathon des Sables. Donc, on va courir pour une cause le dernier jour, donc là, sans chrono, etc. Mais les 6 premiers jours, donc, voilà, on essaye d'enchaîner 250 km, où on ne sait pas exactement le nombre de kilométrages qu'on aura. Et en autosuffisance, ça veut dire qu'on part avec son sac, sa nourriture sur le dos, son sac à dos. Pour une journée. La nourriture. Non, c'est pour toute. C'est pour la semaine. Olos. Olos. Non, on emmène tout ça. Donc évidemment, c'est pas la boîte de conserve ou la bonne choucroute dans le sac. Non, c'est donc là, je suis en train de rationner, de conditionner tous mes aliments lyophilisés à la maison. Donc ça aussi, c'est une préparation. Donc vous préparez ici, c'est pas les organisateurs qui vous donnent les choses. Non. Je pèse même le nombre de grammes pour les repas chaque jour, etc. Parce que
Chaque gramme, je vais les sentir forcément sur le dos. D'ailleurs, je n'ai pas envie d'excéder les 9 kilos au départ. Évidemment, au fur et à mesure de l'aventure, j'en aurai de moins en moins. Rajouter à cela, l'eau, c'est la seule chose qu'on nous fournit en fait pendant ce marathon. Mais sinon, effectivement, j'ai mon sac de couchage qui fait partie d'un élément obligatoire d'ailleurs pour la course. Et puis les repas où on doit avoir tant et tant de calories par jour, etc. Non, c'est très méticuleux forcément parce que c'est une course exigeante, très exigeante, quoi. Donc voilà, mais c'est intéressant dans la préparation. C'est pas qu'une préparation physique, c'est vraiment une gestion de tout, de son sac, de son physique, de son mental, sur le plan nutritionnel, etc. Donc c'est très très intéressant à préparer. Quelles conditions on rencontre? Parce qu'il fait chaud la journée, ça on s'en doute un petit peu, mais il fait aussi frais, voire vraiment froid la nuit. Vous parlez de sac de couchage, il faut être équipé pour des températures assez extrêmes. Forcément, là justement a été la difficulté de chercher soit le confort, soit le poids, parce qu'un bon sac de couchage, forcément, ça pèse. Donc là, pour le moment, je suis plutôt partie avec quelque chose de léger, un sac de 400 grammes. Les nuits sont très froides, on peut descendre jusqu'à 5 degrés. Donc ce qui est compliqué, c'est vrai que durant la journée, on accumule la chaleur. Il fait 40-45 degrés jour, avec forcément l'effort en soi, puisque... les efforts sont assez incroyables. Je propose, justement. On va écouter juste un concurrent l'an dernier. Regardez juste avant la butte. On le verra peut-être dans quelques instants. Alors comment Christelle se prépare? Si on a quelques images de l'entraînement, c'est beaucoup de tapis, c'est beaucoup de courses à pied actuellement? Oui, alors depuis un mois, je suis plutôt sur un entraînement bi-quotidien, c'est-à-dire que le matin, je me lève tôt et je vais parcourir à partir de 7 heures. Tout à l'heure, on en a parlé en studio, mais je cours entre 10-15 km ou 15-20 km et puis je réitère ça le soir avec un moment ponctué dans la journée pour faire du renforcement musculaire en salle. Vous l'avez même fait dans des conditions qui sont totalement extrêmes et dans l'autre sens. Hein. Ouais, là, ça c'était au Grand Canyon. Ouais. Là, effectivement, il faisait très très froid. Je dirais, c'est la question qu'on m'a posée aussi. Comment tu fais pour te préparer justement à cette chaleur, etc. Là, ça sera de l'adaptation. Ces derniers temps, on n'a pas forcément eu des fortes chaleurs. Et... Ce week-end, il va faire beau. Ouais, voilà, on va en profiter. D'ailleurs, je vais faire une très grande sortie, une de mes dernières avec le sac à dos dans les Vosges. C'est bientôt le départ. Hein. Ouais, c'est bientôt. Alors voilà ce qui va vous attendre. Regardez, il y a de la sueur, il y a de la montée, de la descente, du sable, il y en a pour tous les goûts. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que on dit parfois que le marathon des sables, c'est parfois le marathon des cailloux. Depuis le début de ce marathon, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de sable. On voit le bout. Ouais. Le sommet, il est juste là. Voilà, et on va préciser que vous le faites aussi pour la bonne cause. Oui. Vous le faites au profit de ELA, c'est l'association dont vous vous occupez avec force, avec engagement. Un petit mot sur ELA ? Oui, un grand mot, Lionel. Parce que, si tu veux, aujourd'hui... le marathon des sables, c'est un challenge qui m'est personnel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une deuxième partie de vie sportive, je m'éclate, je suis une passionnée avant toute chose, donc voilà, il n'y a rien d'héroïque à faire cette course-là, c'est juste de l'entraînement, c'est de la rigueur, c'est de la volonté, et voilà, mais... c'est surtout, j'ai envie de dire, je profite un tout petit peu d'avoir les projecteurs sur moi pour parler de cette course, mais pour dire que ce qui va être le plus lourd dans mon sac, mais lourd en légèreté, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de jouer avec ça, mais c'est Ella, et là j'emmène Ella partout, dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je fais dans ma vie, et là plus que tout, donc... l'idée aujourd'hui, c'est justement de pouvoir reparler de cette association européenne contre les leucodystrophies dont je suis marraine depuis un bon nombre d'années, ça fait 20 ans maintenant, c'était aussi pour marquer un anniversaire. Je suis chargée de développement depuis 6-7 ans maintenant. C'est important de pouvoir mettre en lumière cette association parce que plus que jamais, on a besoin de toutes les forces vives, de toutes les actions, que ce soit pour l'opération Mettez Basket en entreprise, dans les écoles. Et je voudrais adresser un tout petit message plus particulier. Je sais que tu as toujours été très présent pour Ella et je tenais à te remercier pour ça, Lionel, parce que c'est important de pouvoir communiquer.
Mais j'ai beaucoup de soucis aujourd'hui. On n'a jamais été plus alsacien qu'on ne l'est. Je suis la première, je suis une alsacienne jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des baskets, je vais même dire. Mais c'est très difficile aujourd'hui de parler d'une association dite européenne. On dit, on préfère donner localement. Alors, je voulais quand même un tout petit peu revenir sur la genèse de l'association. C'est qu'elle a démarré ici en Alsace avec une famille strasbourgeoise. Et c'était 2 ou 3 familles. Et cette association a eu le mérite de grandir parce qu'on a assez rapidement vu l'opportunité justement de mutualiser toutes nos compétences, aussi bien pour les chercheurs que pour les bénévoles et que les permanents. Et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver un jour une solution à cette fichue maladie. En tout cas, on va vous suivre. Bravo pour cet engagement. Le départ, c'est le 5, dans le Sahara. Il fera chaud. Et on suivra Christelle Sturz. Fröhlicher. Autre invité sur ce plateau, on passe là à notre aventure, on peut dire, et du sport. Ce sont les 500 nocturnes. Paul Dufner, vous êtes chargé de développement de ces 500 nocturnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est le grand rendez-vous de la course automobile en Alsace en septembre ? Ouais, ça va être le grand rendez-vous de la rentrée en septembre. Ouais. Autant pour les entreprises que pour les fans de sport automobile. Alors on va voir que c'est un vrai événement en images. C'est parti. Voilà, de la belle voiture, des Bugatti, des Ferrari, des Alpines comme l'an passé. Quelles écuries seront engagées ? Combien d'écuries engagées cette année ? Cette année, on sera sur 24 voitures sur la grille de départ, 24 GT. Donc on va par exemple retrouver la RS1 qui a remporté la course l'an dernier. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu l'inscription aussi d'une écurie suisse, Autorama, qui ont concouru en catégorie tourisme aux 24 heures de Dubaï. Donc il y aura des belles écuries qui seront présentes. Ça devient important ces 500 nocturnes. Ça devient un rendez-vous important autant pour les entreprises alsaciennes et du Grand Est, autant pour les écuries automobiles, qu'elles soient suisses, françaises, alsaciennes ou même luxembourgeoises. Les inscriptions des pilotes, des écuries, on attend que ça arrive ou on va les chercher parce qu'on a envie d'avoir telle voiture, tel pilote, telle écurie ? Un petit peu des deux. C'est vrai que maintenant, on va aller sur la 5e édition cette année. Donc les écuries maintenant nous connaissent, les pilotes aussi. Et vu qu'on est sur une course, on peut le dire, qui est atypique, 500 km de nuit sur l'anneau du Rhin, les pilotes ont aussi envie de faire cette expérience-là, de courir de nuit sur un format endurance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la grille de départ se remplit petit à petit. Au début, on a commencé avec 12 voitures, puis 14, puis 18. L'an dernier, on avait 21 GT sur la grille de départ. Et cette année, on sera plutôt sur 24. Parlez-nous des difficultés de ce circuit. D'abord, il y a la nuit, c'est ça ? La plus grosse difficulté sur l'anneau du Rhin, ça va vraiment être de rouler de nuit. Parce que les spectateurs ne le voient pas et ne le savent pas forcément. La voie des stands est éclairée, mais tout le reste, les pilotes ils sont plongés dans une obscurité, on va dire, quasi totale. Donc ils ont les rampes de phare pour les aider. Mais la vraie difficulté aujourd'hui sur la course des 500 nocturnes, c'est vraiment cet aspect de nocturne, on va dire, et aussi le format qui, quand même, 500 km, c'est pareil. Fatigant. Avec des top drivers qui sont les meilleurs, et avec aussi des gentleman drivers où il y a une vraie différence quand même de niveau, donc ça double en permanence. Tout à fait. C'est du spectacle, c'est un show. Donc on va avoir des gentleman drivers, mais on va aussi avoir des pilotes professionnels, notamment par exemple Yann Erlaché qui a remporté la course l'an dernier. Donc ça fait du spectacle, ça fait de la bagarre sur la piste et ils s'amusent bien. Ouais. On peut modifier les circuits d'une année sur l'autre. C'est des circuits qui sont évolutifs selon les usages qu'on en fait. Pour la course, c'est toujours le même tracé ou on peut faire des variantes ? On peut faire des variantes sur le circuit de l'Anneau du Rhin, mais pour la course des 500 nocturnes, on reste sur le même format tous les ans. Donc c'est le plus grand format du circuit, c'est le 3 km 7 et ça représente 138 tours du coup pour faire les 500 km et boucler la course des 500 nocturnes. Alors c'est une course et c'est une soirée aussi chic et glamour. C'est Yvan Le Soarn qui organise avec vous, qui aime bien dire ça. Expliquez-nous le concept. Le concept, il est simple. Donc 500 nocturnes, événement annuel qu'on organise tous les ans donc sur l'Anneau du Rhin, entre Colmar et Mulhouse. On accueille 4000 personnes, un peu plus de 3000 chefs d'entreprise et décideurs. Donc c'est un événement qui a été créé pour les entreprises alsaciennes et donc d'un côté articulé par une course automobile dont on vient de parler et on va retrouver au centre du circuit qu'on privatise pour l'occasion toute une programmation artistique, donc on va avoir des défilés de mode, des défilés de lingerie, des concerts, des cabarets, des DJ, vraiment un show complet et une ambiance festive au centre du circuit. Voilà, ce sont les 500 nocturnes, ce sera le 21 septembre, c'est bien ça ? C'est ça, samedi 21 septembre, à partir de 17h jusqu'à 3h du matin. Et vous avez le site internet qui s'affiche, vous avez toutes les infos à votre disposition. On marque une toute petite pause à suivre les humeurs de Mathieu Chanvillard et le meilleur de nos terroirs avec Valérie Zago.
Et comme tous les jeudis sur Alsace 20, l'humeur du jour de Mathieu Chanvillard. Ils sont à qui les gosses qui braillent dans la rue là? C'est les vôtres qui crient sous nos fenêtres là, qui font du bruit? Moi de mon temps, tu gueulais comme ça, tu prenais une claque directe et t'allais dans ta chambre, hein. Je sais pas vous. Ils gueulent pas, ils manifestent. Ah, les jeunes ils manifestent, pardon. Oui, c'est demain les jeunes. Oui, j'ai vu plein d'articles là-dessus. Les jeunes manifestent demain. Alors moi quand je manifestais, que j'avais leur âge, quand je râlais, moi c'est parce que je voulais un t-shirt Nirvana ou Guns N' Roses avec une tête de mort dessus, ou pour avoir le droit de me laisser pousser les cheveux, parce que c'était l'époque grunge, ça c'était vachement bien. Les jeunes d'aujourd'hui ils manifestent et ils gueulent pour le climat. C'est un peu plus classe que de vouloir un t-shirt Nirvana, on est d'accord. Eux, en 2019, ils veulent sauver le monde, la planète. Ça fait un peu plus. Donc demain, vendredi, les jeunes vont sécher les cours, manifester, défiler, faire grève pour le climat. Et le pire, c'est qu'ils nous engueulent. Ils nous engueulent, ça serait notre faute, la planète qui déraille, le changement climatique, tout ça. Alors que c'est pas du tout de notre faute. Enfin, moi, c'est pas ma faute, c'est la faute de... Je sais pas, c'est... Enfin, ils ont raison, ces petits cons. Hein. C'est de notre faute, hein, vraiment. C'est un traumatisme, hein, la première fois que vous vous rendez compte que vos enfants ont raison. Et que vous, du coup, de facto, vous avez tort pour quelque chose. Parce que les enfants, au début, c'est facile. Hein, ils sont tout mignons, ils posent des questions rigolotes, naïves et tout. Et puis nous, on a réponse à tout. Et puis dans tous les cas, on a toujours raison. Parce que vous êtes leur père, leur mère, leurs parents 1, leurs parents 2, comme vous voulez. Ils demandent pourquoi c'est chaud, pourquoi il pleut, pourquoi c'est mouillé, comment on fait les bébés. Tu sais, mon fils, la cigogne, tout ça, blablabla. C'est magnifique, ils vous croient à chaque fois, ça marche à tous les coups, on n'est jamais piégé. Et puis ils grandissent, ça se complique un petit peu, les questions se corsent. Il faut calculer le volume d'une sphère, il faut l'expliquer le plus que parfait, les préservatifs, la capitale du Mozambique, tout ça. Mais bon, on s'en sort un petit peu. Et puis le dernier stade, c'est qu'ils se mettent à vous contredire, à discuter, à argumenter. Et puis un jour, ils ont raison. Et là, c'est un choc, hein. C'est le Tchernobyl de l'autorité parentale, c'est le Paris Saint-Germain de vos certitudes, c'est la remontada des générations, tout s'inverse. Et donc là, ils nous accusent d'avoir salopé la planète, hein, que le changement climatique, c'est de notre faute. Nous, on pensait avoir bien fait, hein. On s'est fait chier à repeindre leur chambre, à réparer leur vélo, à les emmener en vacances et tout. Mais on a niqué la planète, hein. Genre, clairement, on a raté un truc. Bon, ils nous en veulent, c'est normal. En plus, c'est eux qui vont morfler, hein, parce que, a priori, ils vont vivre un peu plus longtemps que nous, c'est la logique des choses. Et puis, c'est eux qui vont se manger, hein, le réchauffement climatique, la pollution des sols, des océans, de l'air, tout ça, tout ça. Alors, demain, au lieu de, quand ils iront faire grève, qu'ils sècheront les cours, au lieu de leur filer une taloche comme on aurait fait d'habitude, on pourrait peut-être leur donner une petite claque dans le dos et puis leur dire, allez, bonne chance, et puis leur souhaiter de réussir à faire ce que nous, on n'a pas réussi. On a un peu merdé là-dessus. Allez, une autre info pour nous remonter le moral? Ouais, rien de tel pour se remonter le moral que de dire du mal de ses voisins. On va donc parler des Anglais, hein, puisqu'il y a beaucoup de vent et qu'il pleut, c'est le temps idéal pour en parler. Parlons du Brexit, les Anglais qui sont un peu à l'Europe, parce que les Alsaciens sont au Grand Est, hein, les mecs qui sont dedans, mais qui voudraient bien sortir, mais qui savent pas vraiment comment. Vous le voulez comment, votre Brexit? Je sais pas, dur, soft, saignant, à point, on sait pas. Il faut vivre avec son temps, de toute façon, l'heure est au mouvement, alors ils peuvent sortir s'ils veulent, on est en 2019, on est au 21e siècle, il faut que ça bouge, il faut que ça sorte. À part les Boeing, hein, qui sont cloués au sol, et Bouteflika qui est cloué au lit, mais pour le reste tout bouge, hein. Les Anglais sortent, le Paris Saint-Germain sort de Ligue des Champions, comme il est poli, il tient la porte à Lyon qui sort aussi, hein, également. Tout le monde sort, les Benalla sortent de prison, les 10 000 litres de fuel sortent chaque heure du cargo là, devant La Rochelle, en train de polluer les côtes. Tout le monde sort, même les jeunes sortent dans la rue, demain, allez, terminus, tout le monde descend. Voilà, on va parler avec Zago maintenant, avec Valérie Zago, de choses. Merci pour ce billet d'humeur. Tous les jeudis, vous allez voir qu'elle nous parle des terroirs, de nos terroirs ici en Alsace. Au sommaire, lieu-dit Langenberg, le domaine Müller-Koberlé. Un petit objet, c'est une bougie ce soir. Et pour finir, mon coup de cœur, un très joli Saint-Joseph. Alors vous avez choisi de partir à Saint-Hippolyte, dans le lieu-dit le Langenberg. Oui, le Langenberg, qui veut dire longue colline. Et il a une particularité, ce lieu-dit, c'est qu'au départ, toute la colline était plantée de vignes. Sauf que dans les années 50, il y a eu beaucoup d'orages. Et ces orages, en fait, ont fait des descentes de terre. Et qui ont emporté quand même une grosse partie des vignes. Donc les vignerons ont décidé d'arracher et de replanter, pas de la vigne, mais des arbres fruitiers. Donc c'est devenu une multitude de petits vergers dans les années 50. Et c'est sous l'impulsion d'un homme que va renaître tout cela? Exactement, un vigneron de Saint-Hippolyte qui s'appelle Eugène Müller, qui lui, dans les années 60, a décidé de lui racheter plein de petites parcelles et de replanter de la vigne, mais cette fois-ci en terrasse pour éviter le phénomène d'érosion. Et il a constitué 10 hectares, un clos, le clos des Aubépines. Et pour l'information, l'ensemble de ce lieu-dit, c'est 20 hectares, donc 10 hectares en clos.
C'est les images qu'on voit derrière, Exactement, en colline et en Langenberg. clos. C'est un terroir particulier dans le paysage alsacien pour vous? Oui, c'est un sol plutôt brun, granitique, et un granit très dégradé qui permet vraiment de diffuser les éléments minéraux. Alors c'est un sol très léger qui a peu de rétention d'eau, mais la vigne, elle s'adapte à tout. Hein. Donc elle va chercher en profondeur, elle traverse la roche-mère pour capter l'eau et les nutriments. Et c'est des vins qui sont plutôt reconnus pour leur finesse, et ils ont toujours une petite salinité en fin de bouche. Une petite anecdote, Valérie. Oui, alors toujours Eugène Muller. Hein, On l'aime bien celui-là. Voilà, on en reparle encore une fois, qui lui avait constitué un dossier pour l'INAO pour demander le classement en grand cru du Langenberg. Malheureusement, il n'a pas réussi à avoir l'adhésion de la totalité des vignerons durant cette période, et le Langenberg est resté un lieu-dit et il n'est pas devenu un grand cru. Quel domaine nous conseillez? Le domaine Muller-Coberlé, qui est le clos des Aubépines. On a rencontré justement David Coberlé, on regarde. Alors, le cépage qui s'épanouit le mieux sur le Langenberg, c'est le Pinot Noir. Donc nous, c'était un peu notre marque de prédilection, c'était le rouge Saint-Hippolyte. Donc on a planté sur le Langenberg environ 5 hectares de Pinot Noir. Sans réfléchir, c'est le Langenberg, donc un assemblage de 4 cépages qui est issu de la parcelle du Langenberg, le clos des Aubépines. Alors je ne pourrais pas me passer de la viande. J'adore la viande depuis que je suis tout petit. Donc du coup voilà, en cuisine, c'est un ingrédient que je ne pourrais pas me passer. Alors, le dernier vin dégusté, c'était à l'Université des Grands Vins. Et donc on a dégusté un Châteauneuf du Pape qui était exceptionnel. Alors le plus vieux des millésimes qu'on a dans la cave, c'est encore de mon grand-père. Donc c'est un Pinot Noir année 66. Donc encore bon à la dégustation. Mais bon, c'est pour la famille, c'est pour notre plaisir. Et voilà, ça donne envie. L'objet de la semaine, Valérie. Petit objet, c'est une bougie. Alors cette bougie a la particularité, déjà c'est une bougie artisanale, c'est une bougie américaine, mais la particularité c'est qu'ils font des bougies sur les cépages. Donc là, ce que j'ai en main, c'est des arômes du chardonnay. Dans un cul de bouteille. Et exactement, bouteille recyclée en verre sur un fond et 100% cire de soja. Et ça sent le vin. Ça sent les arômes du vin. Donc là, on est plutôt sur des notes de vanille, d'aubépine, et vous avez la même chose sur du Riesling et du Pinot Gris. Voilà, Bien petit joué. objet sympathique. Et il y a le coup de cœur apicurien. Alors, mon coup de cœur ce soir, c'est Vallée du Rhône Nord, 100% Syrah. On est sur un Saint-Joseph. La cuvée, c'est Cep d'Or du domaine Pierre Blanche, 2015. C'est un Saint-Joseph qui a la particularité, donc déjà, on est au nord de l'appellation. On est sur un tout petit rendement, entre 30 et 40 hectos à l'hectare. Donc, petit rendement, très concentré. C'est un vin qui est très expressif au niveau du nez, sur cassis, cerise, violette, garrigue et un peu réglissé. La bouche est un vin encore un peu jeune, donc les tanins sont un peu présents. Le bois est encore aussi un peu présent, mais la matière est magnifique. C'est une très jolie syrah qui peut attendre les côte-rôties et les cornasses. Ah ouais. Vraiment, Ouais. il permet d'attendre les côte-rôties et les cornasses. Potentiel de garce 15 ans, sublime bouteille. Prix 19 €. Imbattable, rapport qualité-prix incroyable. Voilà, elle en parle bien, non? oui. Surtout Christelle, là, elle s'entraîne, elle ne peut pas boire une goutte de vin. Je peux rien boire. Désolée, Là, c'est Christelle. miette, que dalle. Ça se garde, Voilà. C'est Ça sur se garde 15 ans. C'est sur Apicurien Pas que vous attention, retrouvez tout cela avec Valérie Zago. Et on rappelle que l'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Quelques secondes pour vous dire que Paul Dufner, organisateur des 500 Nocturnes, vous attendra en septembre. Mais on vous retrouve, vous, Yvan, dans un mois pour refaire un petit point. Et Christelle Sturz, Fröhlicher, c'est le 5 que vous allez commencer à partir. C'est pour Ella, on connaît votre engagement. On est de tout cœur avec vous. Et entraînement ce soir encore? Ou là, c'est tranquille? Non, là, c'est tranquille. Là, c'est un petit peu tranquille. Allez, merci à vous les camarades. On repart dans l'actualité avec le rendez-vous du logement et de l'habitat avec la Cibar. Direction Reichshofen lorsqu'on intègre une résidence senior. Parce qu'il faut un petit peu de temps pour s'acclimater, ce que va nous raconter Fanny Kunz. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut.
Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, vous la reconnaissez même peut-être, c'est la résidence senior de Reichshofen. La CIBAR l'a créée il y a quelques temps et les premiers résidents sont arrivés au mois de janvier. Petit retour, petit bilan, à tout de suite. Freddy Zimmermann, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous accueillez à la résidence senior de Reichshofen. Oui. Et donc, on a déjà depuis quelques temps, on a pu suivre les travaux. Vous avez été avec nous il y a quelques semaines aussi. On est revenu avec Fernand Roth sur les travaux. Travaux terminés, premier résident arrivé. Comment est-ce que vous les sentez un peu ces résidents ? Écoutez, moi je les sens plutôt bien. Ils sont arrivés début janvier, ils ont emménagé. On voit encore la benne derrière nous pour les derniers arrivants. C'est vrai. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Vous disiez tout à l'heure, ils sont à peu près combien ? Une vingtaine. Une vingtaine. Nous avons 19 logements et nous avons pour l'instant une vingtaine de locataires. Alors pour revenir rapidement sur la résidence, on a pu participer aux travaux. On a vu que beaucoup de matériaux écologiques, économiques et thermiques ont été utilisés. Fernand Roth nous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Tout est adapté en fait, comme toujours dans les résidences de la CIBAR, tout est adapté au handicap et à la perte d'autonomie. Tout à fait. Les logements sont adaptés. L'ensemble du site est adapté. C'est-à-dire à partir du moment où vous sortez de votre voiture du parking, vous n'avez pas de marche jusqu'à votre étage, jusqu'à votre logement, jusqu'au 3e étage. D'accord. Alors, des permanences ont déjà été mises en place depuis que les résidents sont arrivés ? Alors, on a fait une première réunion il y a à peu près un mois pour les accueillir, pour ceux qui avaient déjà emménagé. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est un peu la rencontre du lancement officiel de la résidence, puisqu'on a fait une petite animation de plantation d'arbres fruitiers. Nous avons annoncé nos permanences. La première aura lieu le 22. Nous en ferons 2 par mois. Mais bien évidemment, nous serons à l'écoute des locataires, nous serons présents, puisque maintenant, ce beau jardin que nous avons planté, il va falloir le suivre et le soigner. Alors la CIBAR est à l'écoute, nous aussi on a été à l'écoute parce qu'on a pris un petit peu la température des résidents. Je vous laisse les écouter, ils nous donnent un petit peu leur avis et puis depuis qu'ils sont arrivés, comment ils se sentent à la résidence. Moi je me sens très bien, il n'y a pas de problème. Je sors d'une maison d'une grande, et puis là c'est un peu plus restreint, mais ça va. C'est calme, vous n'avez pas de contact avec les voisins, c'est-à-dire c'est assez discret, quoi. J'aime bien ça. On a fait connaissance avec quelques voisins, on ne connaît pas encore tout le monde, mais ça viendra. Et j'habitais un appartement qui était très, 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 très bruyant. Et l'environnement, il n'y avait rien autour, c'était triste. Il fallait prendre la voiture pour un oui, pour un non, faire plusieurs kilomètres pour ne faire une petite course seulement. Donc ici, on est proche de tout, c'est plus vivant sans être trop bruyant. Il faut s'arranger qu'on puisse suivre le mieux possible, hein, c'est ça. Hein. C'est sûr, si on part d'une maison où on a beaucoup de choses et puis au finir, on a des choses en trop. Donc vous parliez tout à l'heure justement des animations, vous êtes vous-même arboriculteur, donc les arbres fruitiers n'ont plus de secret pour vous. Très peu, très peu. Voilà, nous avons souhaité planter quelques arbres fruitiers, nous avons aussi planté quelques pieds de vigne, des framboisiers, etc. Tout simplement pour permettre à ces personnes âgées de se rappeler un peu des souvenirs d'enfance et de jeunesse, puisque beaucoup d'entre eux ont eu un verger, ont eu un jardin aussi Oui. dans leur maison. Hein. Et donc le fait de planter des arbres fruitiers, de leur permettre aussi de cueillir, de récolter quelques fruits, ça leur permet aussi de se rappeler, de garder un peu ce contact avec la terre. Notre terre nourricière, c'est très important. C'est important justement aussi de mettre en place ce genre d'animation, de continuer à les perpétuer, parce que vous les mettez en place dans la plupart de vos résidences. En quoi c'est important aussi pour vous en tant que bailleur social, de garder ce contact avec vos résidents? Alors c'est tout simplement, je pense, notre métier. Hein. Lorsque les personnes qui sont chez nous, les personnes âgées ont travaillé durement pour certaines d'entre elles toute leur vie, il est normal qu'une fois qu'ils sont chez nous dans nos résidences seniors, qu'on soit à leur écoute, qu'on s'occupe d'elles.
et qu'on leur permette aussi de profiter de beaux moments de partage, d'où les salles communes que nous installons dans toutes nos résidences seniors, un lieu privilégié où les personnes se retrouvent, jouent à la belote, jouent aux cartes, se retrouvent voilà, pour ne pas se sentir seuls et ne pas être isolés. C'est vraiment notre objectif premier. Merci beaucoup Freddy d'avoir partagé tout ça avec nous. On se revoit très bientôt. Quant à nous, je vous laisse écouter encore quelques petits retours que les résidents nous ont donnés tout à l'heure quant à l'animation qui a été proposée aujourd'hui. C'est bien, il faut un peu de la verdure autour du bâtiment et ainsi de suite. Hein. Et puis moi, je suis aussi un peu du milieu, je sais ce que c'est. Hein. Je connais les arbres et tout ça, les fleurs et tout ça. Alors malheureusement, je suis un peu handicapé en ce moment. Je ne vais pas trop bouger. C'est très bien. Bon, moi, j'apprends des choses. Parce que bon, je ne suis pas du tout jardinière. Donc j'apprends pas mal de choses. Mais c'est très bien. Et puis ça... on va, être un peu plus ensemble. On en profite pour faire connaissance. On parle un peu avec tout le monde. Et moi, je trouve ça très bien. J'espère que ça va continuer. Votre magazine du logement et de l'habitat se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre mag du logement en partenariat avec la CIBAR. Je vous souhaite une excellente soirée. À jeudi.